Deuxième enfant de Laetitia Ramolino et Charles Bonaparte, Napoléon Bonaparte, né de la Révolution, comme le décrit l'histoire, est devenu en 1793 général des armées de la Première République française, où il était notamment commandant en chef de l'armée d'Italien, ensuite de l'armée d'Orient. Cependant, l'histoire dépeint Napoléon Bonaparte comme une sorte de personnage qui a divisé l'histoire de la France. Certains le considèrent comme un personnage draconien qui a été considéré comme une tâche malheureuse dans l'histoire de la France que sa soif de guerre a causé à la France de nombreuses vies innocentes. D'autres le vénèrent pour avoir été un brillant tacticien militaire et un homme d'État influent qui a mis de l'ordre dans les institutions nationales de la France. Sa personnalité plus grande que nature est un sujet de légende dans les annales de l'histoire, et on se souvient de lui pour bien d'autres choses que ses chroniques militaires. Nous savons tous qu'il dansait comme s'il avait deux pieds gauches et que ses barbiers le détestaient comme il ne restait pas assis pendant qu'il se faisait raser. Mais cependant, Napoléon Bonaparte était bien plus excentrique que ce que l'histoire retient. Alors, avant de continuer, nous vous souhaitons la bienvenue sur notre chaîne des histoires antiques. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons ensemble découvrir quelques faits étranges sur le personnage historique français le plus controversé, Napoléon Bonaparte. Mais avant de commencer, si c'est votre première fois d'arriver sur notre chaîne, nous vous suggérons de prendre 2 secondes pour vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos à la fois intéressantes. Aussi, vous pouvez nous suggérer dans les commentaires des idées d'histoire que vous aimeriez découvrir. Allez, c'est parti! Qui est en réalité Napoléon Bonaparte? Napoléon Bonaparte est né en 1769 et décédé en 1821, 15 mois seulement après que la France a acheté l'île à la ville-État italienne de Gênes. Il est également connu sous le nom de Napoléon Ier et était un chef militaire et empereur français qui a conquis une grande partie de l'Europe au début du XIXe siècle. Né en Corse, Napoléon gravit rapidement les échelons militaires pendant la Révolution française de 1789 à 1799. Après avoir pris le pouvoir politique en France lors d'un coup d'État en 1799, il se couronne empereur en 1804. Astucieux, ambitieux et habile stratège militaire, Napoléon mène avec succès la guerre contre diverses coalitions de nations européennes et étend son empire. Cependant, après une désastreuse invasion française de la Russie en 1812, Napoléon abdique du trône 2 ans plus tard et est exilé sur l'île d'Elbe. En 1815, il revient brièvement au pouvoir lors de sa campagne des 100 jours. Après une cuisante défaite à la bataille de Waterloo, il abdique une nouvelle fois et est exilé sur l'île reculée de Sainte-Hélène, où il mourut à 51 ans. Revenons dans l'histoire et plus précisément sur les choses que vous ignorez sur Napoléon Bonaparte. En effet, après sa naissance, ses parents s'étaient opposés à la fois à la domination génoise et française. Mais lorsque les Français avaient écrasé rapidement les résidents locaux, son père a changé de camp et est devenu un homme de main français. C'est pourquoi Napoléon, surnommé Lulio, est envoyé à l'école de France en France métropolitaine où il apprend à parler couramment le français. Il est intéressant de noter qu'il n'a jamais perdu son accent corse et que ses camarades de classe s'en moquaient. Même les soldats qui servaient sous ses ordres se moquaient de sa façon de parler derrière son dos. Il a également connu une phase d'angoisse adolescente et rebelle au cours de laquelle il rêvait d'une Corse indépendante et écrivait sur l'injuste domination française et sur ses compatriotes enchaînés. Mais son point de vue change en raison du déclenchement de la Révolution française en 1799, après son premier mariage avec Joséphine de Barnet. Il se fait plus français en supprimant le deuxième E de son prénom et le U de son nom de famille. Il existe une similitude frappante entre la cause de la chute de Napoléon Bonaparte et celle d'Adolf Hitler, et c'est la Russie. Les deux leaders bellicistes ont vu dans la grande matrone blanche de l'Est leur dernière frontière, et c'est ce qui a causé leur perte. Bien avant qu'Hitler n'abroge le traité avec Staline et n'ordonne à ses troupes de marcher avec Leningrad, Napoléon, lui aussi, a commis la même erreur stratégique dans son orgueil de gagner la quasi-totalité de l'Europe. Napoléon a levé entre 45 et 65 millions de soldats pour l'invasion russe, ce qui représentait à peu près la plus grande armée que l'Europe ait jamais vue à cette date. Les Russes savaient qu'ils ne pourraient pas arrêter ce mastodonte et ont battu en retraite, brûlant leurs propres villes, cultures et ponts dans l'espoir de ralentir l'armée française. La France a réussi à occuper Moscou, ou ce qu'il en restait, après que l'armée russe l'ait également brûlée alors qu'elle battait en retraite. Napoléon se réjouit de la victoire de l'occupation de la capitale de l'ennemi jusqu'à ce qu'il réalise ce que cela lui a coûté. Une épidémie de typhus et des désertions massives ont fortement réduit la taille de l'armée française. Napoléon, sachant que les soldats restants n'étaient ni en forme ni en nombre pour conserver le butin de leur victoire, leur ordonna de battre en retraite.
Mais malheureusement, le plus grand malheur de la Russie s'était déjà manifesté en hiver en raison des temps rigoureux et des assauts constants sur leurs flancs et leurs arrières par une opposition enhardie. Lorsque l'armée de Napoléon parvient à sortir de Russie, elle ne compte plus que des dizaines de milliers d'hommes. Les Russes ont gagné la bataille de Leipzig en 1813 et sont rentrés dans Paris comme un chef. Seulement quelques mois plus tard pour expliquer le concept de karma à Napoléon. Donc, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas eu beaucoup de différence entre la chute de Berlin et 1945. Cependant, il existe une autre similitude entre Hitler et Bonaparte dont on parle rarement. Les téléspectateurs savent probablement qu'avant de devenir le dirigeant fasciste de l'Allemagne, Hitler aspirait à devenir un artiste professionnel, mais qu'il a été rejeté 2 fois par l'Académie des Beaux-Arts de Vienne. Outre leur lien malheureux avec la Russie, la créativité est un autre point commun entre Bonaparte et Hitler. La fascination de Napoléon Bonaparte pour sa femme Joséphine est une histoire d'amour qui dépeint son extérieur impitoyable et endurci par la guerre, mais qui cache un cœur tendre et mou. Si les étoiles s'étaient alignées, nous nous serions souvenus de Bonaparte pour le romantique qui sommeillait en lui plutôt que pour le belligérant assoiffé de sang. Lorsque Napoléon avait 26 ans, il a écrit un roman d'amour intitulé Clayson et Eugénie. Malheureusement, le livre n'a jamais été publié de son vivant, bien que plusieurs extraits aient été publiés après sa mort. La traduction anglaise n'a été reconstituée qu'en 2009. Aujourd'hui, selon les experts, le bref exercice d'auto-mythification de Napoléon n'a guère été bon, et nous n'avons pas perdu un génie littéraire. Napoléon a également tenté de mettre fin à ses jours, comme Hitler. Selon certaines légendes, Napoléon aurait porté une fiole de poison attachée à une cordelette qu'il portait autour du cou, et qui pouvait être descendue rapidement si jamais il était capturé. Il aurait finalement absorbé le poison en 1814, après son exil à l'île d'Elbe, mais celui-ci avait perdu de sa puissance et n'aurait réussi qu'à le rendre violemment malade. Nous savons tous que sur le champ de bataille, Napoléon n'a pratiquement jamais perdu, sauf à Waterloo. Certains pensent que Napoléon avait une mémoire photographique et pouvait se souvenir instantanément d'une grande quantité d'informations, comme les numéros de troupes et les détails des cartes. Et cela l'aidait à garder une longueur d'avance sur ses ennemis. Mais la guerre n'était pas la seule chose que Napoléon voulait gagner, il voulait tout gagner. Il était tellement mauvais perdant qu'il ne tolérait pas de perdre une simple partie de cartes ou, comme nous l'avons déjà mentionné sur cette chaîne, une partie d'échecs avec un automate. Pour être honnête, Napoléon a le testé en jouant aux cartes, sauf quand il s'agissait d'un jeu de Van Halen, un précurseur du blackjack moderne. Il aimait le Van Halen uniquement parce que c'était un jeu rapide qui lui permettait de tricher. Le diplomate français Louis-Antoine Fowler de Broglie, qui fut un temps le secrétaire particulier de Napoléon, a décrit en citant par exemple le fait que Bonaparte demandait une carte si elle s'avérait mauvaise. Il ne disait rien mais la posait sur la table et attendait que le croupier ait tiré la sienne si celui-ci produisait une bonne carte. Alors Bonaparte, avec Rose, voyait sa main sans la montrer et abandonnait sa mise. Si, au contraire, la carte de croupier lui faisait dépasser 21. Bonaparte jetait aussi les cartes de côté sans les montrer et demandait le paiement de sa mise. Il était très amusé par ces petits tours, surtout quand ils étaient joués sans être détectés. Et j'avoue que même dans ce cas, nous étions assez courtois pour l'amadouer et lui faire un clin d'œil. Fin de citation. Le polluant était un tricheur chronique, à tel point que sa mère devait souvent intervenir et le rappeler à l'ordre devant les autres. Ce sont peut-être ces enseignements moraux qui ont obligé Napoléon à rembourser l'argent. Il gagnait en trichant. Selon ses propres mots, l'argent ne l'intéressait pas du tout, il voulait juste gagner. Lorsque la Révolution française s'est produite, Pie VI était le pape en exercice et il n'appréciait guère le nouveau gouvernement révolutionnaire qui garantissait à ses citoyens la liberté de religion et saisissait les biens de l'Église. L'inimité entre l'Église et la France s'est encore aggravée lorsque Napoléon a lancé une incursion en Italie du Nord en 1796 et 1797. Dans le cadre de cette campagne, Napoléon a attaqué les territoires du pape connus sous le nom d'États pontificaux qui s'étendaient sur une partie importante de la péninsule italienne en échange de la paix. Le pape Pie VI accepte de céder les terres, de l'argent et un trésor d'art. Néanmoins, Bonaparte va de l'avant et occupe Rome en 1798, à la suite de l'assassinat d'un général. Bonaparte déposa Pie VI et le ramena en France comme prisonnier. Pie VI mourra dans sa prison. Quelques mois auparavant, Bonaparte devenait le premier consul de France après avoir participé à un coup d'État contre la Première République. Le pape suivant, Pie VII, a pris un bon départ avec Napoléon. Il signe un concordat en 1801 qui rétablit partiellement le statut de l'Église catholique tout en maintenant la liberté religieuse. 3 ans plus tard,
Napoléon invite Pie VII à Paris pour son couronnement. Le pape était censé couronner Napoléon, mais la légende veut qu'il se soit passé quelque chose entre eux deux quelques instants avant le couronnement et que Bonaparte ait arraché la couronne pour la placer lui-même sur sa tête. Que le vol de la couronne ait eu lieu ou non, les relations entre Napoléon et la papauté se dégradent définitivement. Napoléon annexera une nouvelle fois les États pontificaux en 1809. Pie VIII réagit en excommuniant Napoléon, grosse erreur. Grosse erreur car Napoléon le punit en l'enlevant et le plaçant en résidence surveillée. Quel que soit le point de vue adopté, on ne peut nier que Napoléon Bonaparte était un drôle de type. On dit qu'il était sourd et qu'il chantait aussi mal qu'il dansait, qu'il trichait au jeu et qu'il se souciait trop de son image publique, au point de porter des déguisements et de parcourir les rues de Paris pour écouter ce que les gens du peuple disaient de lui. Il avait des habitudes bizarres, comme prendre trop de tabac et pincer tout le monde. Selon son valet de chambre, lorsque Bonaparte était de bonne humeur, il pinçait ses amis proches du bout de l'oreille. Il était également connu pour pincer le nez des dames, les joues des Français jusqu'à ce qu'elles deviennent bleues et le menton des bébés jusqu'à ce que leur mère en ait assez. Mais l'un des faits les plus étranges à son sujet est peut-être sa peur des chats. Apparemment, toute une série de tyrans historiques tels qu'Alexandre le Grand, Jules César, Gengis Khan, Mussolini, Hitler et bien sûr Bonaparte souffraient d'une phobie du leur, la peur des chats. Il existe peu de preuves à l'appui de l'affirmation courante selon laquelle Napoléon était terrifié par les chats. Mais le fait que cette rumeur soit devenue si répandue est intéressant. Certains prétendent que sa prétendue peur provenait d'une attaque qu'il aurait subie aux mains d'un chat sauvage lorsqu'il était enfant. Bonjour, qui se souvient de son enfance? Cependant, cela pourrait être lié au fait que Bonaparte était très superstitieux. Bien sûr, il peut l'être de part en part. Les Polonais croyaient aux présages, aux démons et au concept de chance. Beaucoup de gens considèrent que les chats sont de mauvais augure, et étant donné les sentiments de Bonaparte pour les vendredis et le chiffre 13, sa peur des chats est logique. Mais ça ne veut pas dire que Napoléon Bonaparte était un homme à chien. Eh bien, il aurait pu l'être. Mais cela a changé après son mariage avec Joséphine. Napoléon était fou d'elle, mais elle était éblouie par son carlin de fortune. On dit que la fortune a réclamé une place dans le lit de Joséphine plus vite que Bonaparte, et le pauvre homme a dû soit l'accepter, soit dormir ailleurs. Même lorsque Bonaparte a essayé d'être intime avec sa femme, Fortune a attaqué le marié et lui a laissé des cicatrices sanglantes sur les jambes. Aïe! De plus, devons-nous vous rappeler que Napoléon n'était pas vraiment petit de taille, mais de taille moyenne? Non, c'est vrai. Dès lors, nous vous remercions grandement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à sa fin. Si vous pensez que nous avons oublié quelque chose à propos de Napoléon Bonaparte, faites-le nous savoir dans les commentaires. Ainsi, pour continuer à recevoir des vidéos similaires chaque jour, nous vous recommandons juste de prendre quelques secondes pour vous abonner et activer la cloche de notification afin d'être toujours informé lorsque nous mettons en ligne de nouvelles vidéos. Merci une fois de plus et à très bientôt pour de nouvelles histoires.